If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. Welcome to Back in America, the podcast. Je suis Stan Berthelot et vous écoutez Back in America, un podcast où j'explore la société américaine à travers des parcours de vie incroyables. Cette interview est pour la première fois en français. Mon invitée est la peintre française Carole Jury. Carole vit à Princeton dans le New Jersey depuis 5 ans. Elle est à l'origine du groupement Women Artists From France to USA. Hyperactive et de plus en plus sollicitée, elle expose aux 4 coins des États-Unis, en Europe et à Dubaï. La peinture a toujours eu une place centrale dans la vie de cette femme de 44 ans. Mais l'art restait un hobby, une passion, jusqu'à son installation à Princeton, avec son mari Kamel et ses 3 enfants. Avant de signer sa lettre de démission, Carole était responsable de la communication d'une grande entreprise de l'industrie chimique. Et pour elle, l'idée de rester à la maison, loin de ses racines, et sans sa propre identité, était une perspective inédite et difficile. Lorsque nous avons préparé cet entretien, Carole m'a dit « Je suis devenue la femme de mon mari. Ne plus avoir de profession, c'était comme perdre mon identité. » En effet, d'après le baromètre humanislepetitjournal.com, seuls 14% des professionnels envoyés à l'étranger sont des femmes, qui partent en solo pour un tiers d'entre elles. En conséquence, dans 95% des cas, le conjoint d'expatrié est une femme qui met très souvent sa carrière entre parenthèses. Par ailleurs, malgré un niveau d'études élevé, un bac+4 et 3 langues parlées dans 72% des cas, seule la moitié des conjoints qui veulent travailler, et ils sont 8 sur 10, trouvent un emploi sur place. C'est donc dans ce contexte que Carole devient consultante en communication pour des entreprises françaises installées aux États-Unis. Mais la peinture ne la quitte pas, et 1 an après son arrivée, elle s'y consacre à temps plein. Merci Carole d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Stan, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors, à quel moment as-tu réalisé que tu n'avais plus de job? Était-ce avant ton départ ou une fois arrivé à Princeton? Ça a été avant mon départ, puisque dès lors que vous êtes en réflexion et vous poussez à donner votre lettre de démission, eh bien, moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais plus de job, et puis que j'allais arriver dans un nouveau pays avec un métier mais sans job. Donc, c'est vraiment très différent. La différence entre avoir un job et avoir un métier, je tiens à le préciser, puisqu'en fait, j'ai une formation de bac+5, donc toutes les personnes qui m'entouraient me disaient mais tu retrouveras un travail, tu vas faire plusieurs choses, tu peux utiliser ton expérience dans la communication, dans les ressources humaines et mettre à profit justement cette expérience dans un nouveau pays. Mais ça se passe pas vraiment comme ça. Alors on va revenir là-dessus. Tu travaillais depuis combien de temps? Tu as toujours travaillé? Tes premiers jobs, c'était à quel âge? Eh bien, j'ai toujours travaillé comme les jeunes peuvent travailler pendant leurs études. Et puis, lorsque j'ai fini mon bac+5, j'avais un stage de 6 mois, donc j'ai démarré dans l'industrie chimique dès le départ, en fait, puisque j'ai commencé chez Alpha Tochem. Je suis un bébé de la chimie, comme ils disent dans le jargon, et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie chimique. Donc, j'ai travaillé 14 ans environ dans l'industrie chimique. Et qu'est-ce que tu avais étudié? J'ai étudié la sociologie des organisations à Lyon 2. Et puis, j'ai finalisé mes études par une année à l'Institut de gestion sociale de Lyon, où j'ai appris les métiers des ressources humaines. Que font tes parents à l'époque? Alors, mes parents étaient agriculteurs dans la région lyonnaise. Eux-mêmes ont changé de carrière, de vie à l'âge de 30 ans, puisqu'ils étaient plutôt dans le domaine du commercial pour mon père et dans le domaine des ressources humaines pour ma maman. Et en fait, ils ont changé de vie à 30 ans et ils sont devenus, ils ont choisi le métier d'agriculteur dans cette région. Et ils ont vraiment
travailler durement, voilà. Donc ta maman travaillait également avec ton Oui, papa. oui, tout à fait. Tu as toujours vu autour de toi des femmes travailler en fait. Oui, oui. Que ça soit ma maman, que ça soit mes grands-mères. C'était des femmes qui étaient très investies dans leur vie professionnelle, des carrières plutôt agricoles, donc plutôt en binôme avec leur époux, mais elles étaient très actives, oui. Alors tu te retrouves soudain sans emploi. Comment cela impacte-t-il le regard des gens ? L'impact, il est à deux niveaux. Je dirais que le premier niveau, c'est soi-même déjà, de comment on se regarde le matin quand on se lève et qu'on n'a plus de job et qu'on a perdu en quelque part une partie de notre identité. Et effectivement, le regard des autres est très différent selon les personnes qu'on côtoie. Il y a des personnes qui réagissent très positivement en se disant oh, « t'as trop de la chance, enfin tu vas pouvoir choisir ce que tu as envie de faire, tu vas peut-être imaginer un nouveau métier ». Puis il y a d'autres personnes qui vous disent bah, oh, « c'est catastrophique, tu as bac+5 et tu n'as plus de métier, tu n'as plus de boulot, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Tu n'es plus rien en gros ». Donc les réactions autour de vous sont très très différentes. Finalement, la partie la plus difficile, c'est soi-même et être d'accord avec soi-même pour se dire je n'ai plus de travail proprement dit, puisque c'est quand même le travail, la fonction professionnelle, etc. Elle est très commanditée par la société et par comment on l'intègre dans la société et comment on perçoit les gens qui travaillent ou qui travaillent pas, les points de vue sociétal. Et puis soi-même où là on a envie ou pas de l'accepter. Et je crois que c'est ça qui fait la force pour rebondir et pour avoir envie de retrouver une situation professionnelle dite normale ou dans laquelle on va se sentir bien. Ouais. Donc c'est l'acceptation d'une situation qui n'est pas, qui est difficile quand on a travaillé intensément, mais dès lors qu'on a fait cette acceptation, c'est un chemin sur soi, on est beaucoup plus fort pour mener à bien ces nouvelles activités ou ces nouveaux métiers. Mmh. Alors, on est encore en France. Cette décision de partir, est-ce quelque chose que tu as subi ou est-ce une décision commune avec ton mari ? Eh bien, dans notre situation, nous avons décidé ensemble. Alors, j'avais quelques conditions pour partir loin, qui étaient c'était garder notre maison et nos racines, pour garder nos racines à Lyon. C'était partir dans des conditions financières acceptables pour toute la famille. Donc pas grignoter sur nos acquis jusqu'alors. Et puis trouver les bonnes conditions en arrivant pour les enfants, puisqu'on a 3 enfants, qu'ils puissent apprendre l'anglais facilement, qu'ils ne soient pas désorientés dans leur vie aux États-Unis. Je crois que dans la décision commune qu'on a eue avec Amel, mon mari, on a finalement réussi à trouver des bons compromis ensemble. Alors, parle-nous des premiers temps. Parles-tu anglais en arrivant ? As-tu des amis à Princeton ? Eh bien, j'ai étudié, bien évidemment, dans mes études l'anglais, mais je n'étais pas forcément très à l'aise. Donc, j'ai pris des cours d'anglais grâce à l'entreprise de mon mari. Je ne connaissais personne, mais j'ai rencontré des personnes via la communauté française, puisqu'aux États-Unis, et notamment là où on se trouve à Princeton, la communauté française est très grande et surtout très bienveillante. Donc ça, c'est vraiment important dans une expatriation que de se retrouver dans un contexte d'expatriés positif, où les personnes vous accueillent avec plaisir, etc. Finalement, cette première étape dans l'expatriation qui est d'arriver, de rencontrer des personnes, etc., c'est très bien passé. Mmh. Et les enfants ? Et les enfants également, puisqu'ils ont été scolarisés rapidement à l'école française, à l'école franco-américaine de Princeton. Et de là, les enfants ont une capacité d'adaptation phénoménale. Donc, ils se sont tout de suite retrouvés à l'aise.
D'accord. Je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, tu as rapidement et très fortement insisté sur le fait que tu travaillais. À l'époque, tu étais consultante. Comment vivais-tu cette nouvelle vie? Quand je suis arrivée, au bout de 2 mois, il y a un ancien collègue d'Arkema qui m'a contacté et qui m'a dit est-ce que tu serais disponible? J'ai vu sur Facebook que tu étais aux États-Unis. Est-ce que tu serais disponible pour me filer un coup de main dans mon entreprise? Et donc j'ai tout de suite accepté parce que c'était très très important pour moi d'avoir une activité professionnelle. Je voulais pas finalement qu'il y ait de rupture entre ce que je faisais en France et ce que je faisais et ce que j'allais faire aux États-Unis. Du coup, effectivement, j'avais envie de dire oui, je travaille. Parce que j'ai finalement jamais arrêté d'essayer de travailler. Cette envie de dire je travaille, c'est aussi se donner une sorte de... Alors c'est complètement fake, mais ça fait du bien de dire aux autres oui, j'ai une activité, oui, je fais ça. Mhm. Et c'était le cas, hein, puisque j'ai aidé aussi des startups dans leur construction de leur stratégie de communication. Donc, j'étais active. Mais pas active de la même manière qu'on peut l'être, que je pouvais l'être en France. Et tu crois que pour une femme, c'est d'autant plus important, une femme qui a travaillé, de continuer de dire finalement je travaille. Non, c'est un choix. Il y a des femmes qui acceptent très bien de faire une rupture dans leur vie professionnelle, d'accepter d'être à la maison et d'avoir d'autres activités, qu'elles soient associatives, des activités avec leurs enfants. Ça, je pense que c'est tout à chacun de décider ou de prendre les choix qui vont être les plus Mhm. adaptés à soi-même. Alors, à quel moment as-tu décidé d'arrêter la com pour te consacrer à l'art? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé de vendre des toiles par le plus grand des hasards, puisque j'ai participé à une silent auction à l'école franco-américaine et j'ai proposé une de mes toiles que j'avais faite aux États-Unis. Donc on est arrivé en septembre 2014 et la toile a été présentée en avril 2015. Et de là, cette toile a été vendue. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire quelques petites expositions et de vendre des œuvres. De fil en aiguille, je n'avais plus le temps de travailler en tant que consultante en communication. Il a fallu que je fasse un choix. Mhm. Et ce choix, je l'ai fait au regard du plaisir que je pouvais avoir à peindre, de voir que mes œuvres plaisaient, etc., etc. Voilà comment j'ai commencé. D'accord. Alors, revenons encore une fois en arrière à ton enfance. Tu aimes la peinture. Quand est-ce que ça a commencé? Petite, est-ce que déjà tu dessinais? Alors, je dessinais, je bricolais beaucoup. C'est-à-dire que je m'amusais à fabriquer des boîtes, peindre des boîtes. J'étais beaucoup dans les boîtes d'ailleurs. Je faisais beaucoup de dessins, des collages, des superpositions de matières, etc. Tu faisais partie d'un club, tu Pas prenais du des tout, cours? pas du tout. Je faisais ça complètement seule. Ouais. Et puis dès le lycée, j'ai pris l'option art que j'ai passé au bac. Donc c'est vrai que cette option était un petit peu particulière à l'époque, puisque j'ai dû même changer d'établissement pour pouvoir suivre cette option. Et finalement, c'était pas quelque chose qui m'a été imposé. C'est vraiment un choix. Mes parents ont essayé avec moi et ont trouvé avec moi le bon établissement pour que je fasse cette option. Mais c'était simplement une option. Ils en pensaient quoi? Ils pensaient que j'avais envie de le faire par goût, mais ils n'avaient jamais imaginé avant ça que je puisse un jour peut-être en faire mon métier. Et à l'époque, tes influences artistiques, c'est quoi? Tu vas à des expos, Pas du tout. tu lis, Alors, mes parents ne sont pas des parents qui vont
au musée régulièrement, ou qui ont développé cette forme de culture. Après, ils ont développé d'autres choix culturels qui sont plutôt la gastronomie, les goûts pour les produits sains. C'est une autre, je dirais que ça fait partie de la culture, et c'est un autre type de culture. Non, je me suis construite par moi-même, effectivement, par la lecture, mais la ressource que j'avais dans le milieu scolaire avec ma professeure d'art du lycée, ça a été très important pour moi. Ton style est abstrait, à l'image de ton peintre préféré Pierre Soulages. Peux-tu décrire pour les auditeurs ta peinture ? Tu travailles avec des couteaux, des spatules. À quoi ressemblent tes œuvres ? Ma peinture, au départ, a été très inspirée par Pierre Soulages parce que j'adore ses reliefs. J'adore la brillance qu'il arrive à obtenir avec des couleurs très sombres. Donc évidemment le noir ou les bleus, ou voire même certaines fois certains marrons. Et donc j'ai été beaucoup inspirée par ça. Après, j'ai 2 passions qui sont la photographie et la peinture. Et j'ai voulu associer ces 2 passions pour justement exprimer mon ressenti dans mes œuvres. Donc mon process est très simple. Je prends une photo et je vais travailler sur la photo pour construire mes séries. Donc on pourrait prendre l'exemple de La vie en rose, qui part d'une photo que j'ai prise en Virginia, un matin, à 6h du matin, lever de soleil, et qui, sans filtre, est une photo extrêmement rose. Et de là, je suis partie sur cette photo. Le rose est une couleur que je n'avais jamais travaillée réellement, que je ne maîtrisais pas. Donc c'est à chaque fois un challenge que de prendre une nouvelle couleur, de partir d'un nouveau visuel et de la challenger, de la transformer en une peinture, en plusieurs peintures, en gardant tout de même le cœur et le concept de départ, qui est soit la couleur, soit le mouvement de la photo, ou bien les deux. Donc, mon travail, c'est essentiellement un travail qui est fait avec de l'huile, puisque je travaille qu'avec de l'huile. Pour moi, l'huile est une matière très noble. Elle est à plus de 80% naturelle, donc c'est aussi un point très positif pour cette que je donne à cette matière. Et puis, elle est fluide, elle a une brillance. Enfin, elle a un tas de qualités qui me poussent à continuer à travailler avec elle. Et je travaille aussi avec des couteaux, des spatules, et aussi plein d'objets de la vie quotidienne. J'arrive même à trouver parfois dans les rayons mécaniques des outils qui m'interpellent et que j'utilise, que j'achète ou que je récupère. Voilà. Donc en fait, je travaille le relief, la brillance, et puis le rapport avec le visuel de départ. Et tu as des commissions ? Oui. Alors j'ai développé au fil de l'eau de l'art sur mesure, puisque je travaille aussi donc avec des galeries, mais également avec des intérieur designers qui cherchent pour leurs clients des œuvres uniques. Donc c'est une certaine catégorie de clientèle, une certaine catégorie qui recherche une œuvre unique, mais qui n'a pas forcément envie d'aller visiter toutes les galeries qui les entourent, qui a envie de connaître un artiste et qui a envie de travailler avec une personne. Donc effectivement, je fais beaucoup de commissions. Et il y a eu aussi une photo d'un aquarium. Et là, quand j'ai vu cette photo, que l'intérieur designer m'a dit, voilà, ce monsieur qui t'a déjà acheté une œuvre souhaiterait
que tu réalises une nouvelle œuvre et que tu t'inspires de cette photo d'aquarium qui était d'ailleurs de très mauvaise qualité, puisqu'en fait elle avait été prise à travers une vitre déjà, et en fait on voyait très très mal le sujet qui était une étoile de mer. Donc dans des couleurs en plus très particulières, c'était du orange et du vert. Et voilà, et donc là je lui ai dit c'est sympa, mais moi je pourrais pas changer mon art. Donc j'ai rencontré ce monsieur et je lui ai dit voilà, si vous cherchez un peintre figuratif, je peux vous en trouver un. Si vous voulez vraiment l'image de votre aquarium sur votre toile, on peut trouver la bonne personne et le bon artiste, mais je ne pourrais pas retranscrire exactement la photo que vous me proposez en tableau. Il m'a dit non, mais Carole, je sais, vous êtes une peintre abstraite. Justement, je veux que vous puissiez retranscrire cette photo avec votre propre vision de la photo. Ok, donc j'ai relevé ce challenge et puis on est arrivé à une toile qui n'avait pas forcément les caractéristiques de la photo, mais une toile qui retranscrivait finalement ce flou de la photo et les couleurs aussi de cette prise de vue. Alors revenons à tes débuts d'artiste aux États-Unis. Quelle différence notable peux-tu noter entre la vie d'artiste aux US et en France ? Aux États-Unis, c'est assez facile de pouvoir construire une nouvelle vie professionnelle. Donc on en revient à ça. C'est facile de créer une entreprise. C'est facile d'être auto-entrepreneur. C'est facile de se reconstruire, puisqu'en fait, c'est tellement commun. Les gens, les Américains ont parfois 10 ou 15 carrières dans la même vie, dans des métiers complètement différents. Pour les artistes aux États-Unis, il y a plein d'associations ou d'organisations qui prennent en charge ou qui proposent à les artistes indépendants de construire une carrière ou de commencer une carrière. Mm-hmm. Je ne peux pas dire si ça existe en France ou pas. En tous les cas, ici, c'est très commun. Et alors, qu'est-ce qui t'a lancé, toi, aux États-Unis? Avec quelle galerie as-tu travaillé? Qu'est-ce qui t'a permis d'exposer tes premières toiles? Donc, le premier facilitateur quand j'ai démarré a été la communauté française. Elle a été extraordinaire. Elle m'a beaucoup soutenue. Elle me soutient encore d'ailleurs. Alors, elle m'a soutenue en venant à mes expositions. Elle m'a soutenue en achetant des œuvres, en étant très, très bienveillante avec moi. Donc ça, c'est très important. Et puis, 2 rencontres assez déterminantes. La première, ça a été, c'est deux rencontres d'ailleurs qui font partie de la communauté française. La première avec French Wink, donc qui est une organisation basée à New York qui vise à promouvoir les produits français aux États-Unis, mais notamment à New York, de jeunes personnes très très dynamiques qui ont mis cette organisation en place et qui m'ont accueilli aussi au sein de French Wink et qui m'ont coopté avec la galerie Hazard Gallery, donc qui est une galerie à New York. Et puis la deuxième rencontre aussi très déterminante a été la rencontre avec la manager d'un établissement de beaux concepts à Princeton qui m'a en fait exposé dans son showroom. Sans ça, je ne sais pas ce qu'il en serait de mon art aujourd'hui. Et comme dans tout métier aujourd'hui, les réseaux, les rencontres sont souvent des facteurs très importants dans la réussite ou dans l'évolution de son métier. Donc tu es lancé par la communauté française qui te soutient. Ceci dit, être artiste, j'ai l'impression, demande un sacré sens du business et du marketing. Est-ce que tu peux en parler? Et
Et c'est contre-intuitif parce qu'on imagine souvent que l'artiste est un doux rêveur qui se perd dans son art, mais c'est loin d'être la réalité, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Finalement, là, le monde artistique est très, très business. Donc, j'ai rencontré, comme je l'ai dit, French Wink, après donc la communauté française, et puis Hazard Gallery, et puis j'ai démarché auprès de la Galerie des artistes avec Nicole Bonifay qui m'aide et avec laquelle je travaille toujours. Ce que j'ai découvert à travers tout ce monde-là, c'est ce rapport au business, ce rapport à l'argent que je sous-estimais complètement. Et dans une entreprise classique ou dite classique, ce business, il est commun. Et finalement, il y a des personnes pour le faire. Il y a des personnes qui gèrent ça, des gens du business qui vont avoir des stratégies de marketing, qui vont vendre, des commerciaux, etc. Et quand on est artiste, on se retrouve à finalement tout faire. Non seulement on doit être au rendez-vous au niveau artistique, c'est-à-dire construire ses œuvres, construire ses séries, construire son œuvre, et puis on doit être au rendez-vous sur tous les autres aspects qui nécessitent beaucoup de temps, comme justement le business, trouver des galeries, faire tout le travail autour du pricing, enfin du prix de ses œuvres, de pouvoir se situer dans un marché, de communiquer, faire beaucoup de communication, de travailler sur son approvisionnement pour que justement les œuvres qui vont être vendues puissent être sur des bons châssis, avec en respectant des marges qualité quelque part. Voilà, en fait, on est artiste, mais on est aussi un petit peu, je dirais, chef d'entreprise quelque part, parce qu'on gère tous les aspects qu'une entreprise gère au quotidien. Et ça, c'est quelque chose que tu as découvert en le faisant ou tu avais déjà une certaine expérience? Bon, j'imagine que tu avais une grande expérience de la communication et du marketing. Qu'est-ce qu'il en était pour le reste? Quelle stratégie as-tu mis en place pour y arriver? Eh bien, en fait, il y a 2 points que je garde toujours en tête, qui viennent de mon père, qui est quelqu'un qui est un très bon commercial. Il m'a toujours dit, Carole, il faut toujours que tu te rappelles d'où tu viens. Et puis, il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire et que je poursuis d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai essayé au maximum de travailler avec des personnes différentes. Donc des galeries, des particuliers, des intérieur designers, et puis des entreprises, puisqu'aujourd'hui je fais aussi des workshops et je participe à des team building avec certaines entreprises où j'interviens en tant que performeur. Voilà pour ce point-là. Et puis, toujours se rappeler d'où on vient, c'est-à-dire que je suis artiste, je suis pas une grande artiste pour l'instant, je fais ça à mon niveau. Donc, je pense qu'il faut trouver sa place, en fait, au milieu de tout ça. Faut pas prendre la grosse tête et il faut rester soi-même. Et alors justement, ce background en communication, tu l'utilises énormément aujourd'hui pour faire la promotion de ton travail sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux en dire et quels seraient tes conseils pour d'autres artistes qui sont peut-être moins au fait? Alors, c'est un certain état d'esprit que de s'afficher, de travailler sa communication sur les réseaux sociaux, où enfin, les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, mais de construire une réelle stratégie de communication. Mais aujourd'hui, pour moi, et ça c'est dans mon cas, il y a d'autres artistes qui n'en ont pas besoin parce qu'ils vont avoir des mentors très forts qui vont les propulser rapidement. Pour moi, c'est vraiment une force que de construire une bonne communication pour faire découvrir son œuvre, mais aussi pour performer, pour pouvoir vendre des œuvres, puisque c'est aussi ça l'objectif d'un artiste, c'est de pouvoir vivre de son travail. Et tu t'es construit un petit studio, non, pour prendre ces photos? Oui, 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 j'ai un studio à côté de mon studio de peinture. Effectivement, la prise de vue d'une œuvre est très, très difficile à réaliser. Et si j'avais les moyens, je ferais appel à des vrais professionnels puisque c'est très difficile à prendre en photo.
On est même parfois obligé de mettre les œuvres à l'extérieur pour avoir une couleur, une lumière naturelle qui va enlever les reflets, qui va permettre au relief d'être plus en contraste, etc. Alors, tu prends pas la grosse tête. Ceci dit, tu exposes quand même dans des très grandes expositions. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes? Oui, je suis encore, lorsque j'en parle encore, je me dis que je suis vraiment une chanceuse. J'ai pu exposer à Scope New York, Scope Miami, avec Hazard Gallery. Avec Alessandro Berni Gallery, je suis partie à Aquart Miami et ça fait 2 ans que j'expose à Aquart Miami. Je suis partie aussi à Dubaï avec lui. J'ai exposé à Londres, j'ai exposé à Paris. C'est vraiment génial. Je dirais que, mais donc je suis chanceuse et à la fois c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'implication personnelle pour justement défendre son travail, pour pouvoir exposer, parce qu'on n'expose pas facilement. Il faut toujours être sur la sellette en se disant est-ce que la galeriste va me prendre, pas me prendre, est-ce qu'il va me présenter, pas me présenter. Et c'est toujours une inconnue. On ne sait pas. Donc on va, il faut être présent. Il faut montrer qu'on a des nouveautés, qu'on travaille beaucoup. Et c'est chaque fois une nouvelle étape qui se répète chaque année. Donc oui, je suis très très fière, je peux le dire aujourd'hui, d'avoir exposé. Maintenant, c'est que des premières étapes dans une vie d'artiste. Et ça fait partie des challenges qu'on doit se donner, c'est de toujours aller plus loin, peut-être exposer. J'ai pas encore exposé en Chine, en Asie, et ça serait vraiment quelque part un super cadeau de pouvoir exposer là-bas. Alors, on vient de parler de justement tout ton travail marketing, commercial. Tu as un sponsor que tu as visité il y a quelques semaines en Angleterre. Est-ce que tu veux en parler? Oui, j'ai un sponsor qui s'appelle Dallaire René, qui est un producteur d'huile. Et il est basé à Londres, à Bracknell, à côté de Londres. Il m'a invité en juillet l'année dernière et puis j'y suis retournée en octobre aussi en 2019. Il me sponsorise, c'est-à-dire qu'il m'offre de la peinture. En contrepartie, on travaille en collaboration sur des nouveaux produits, c'est-à-dire que je travaille avec le patron de la recherche et développement sur des nouveaux produits, mais également, eh bien, je communique sur leurs produits. Ce sponsoring est arrivé via, encore une fois, d'une personne qui est à Princeton et qui travaillait donc pour Dallaire René et qui m'a proposé de devenir un artiste sponsorisé. C'est une belle expérience et vraiment une très belle aventure, d'autant que je viens de l'industrie chimique, donc j'ai pu visiter la fabrication et les usines de Dallaire René. Et je prends beaucoup de plaisir de travailler avec eux. Ils sont très professionnels, bien évidemment. J'adore leurs produits et c'est vraiment très intéressant d'avoir cet échange aussi avec les hommes de la science, de l'industrie et puis le monde artistique. Alors, quels sont tes projets pour 2020 et où vas-tu aller chercher ton inspiration en 2020? Eh bien, en fait, les projets en début d'année sont toujours un petit peu flous, puisque en fait, le programme se construit au fil de l'eau en fonction des art fairs qui vont se mettre en place. Ce que je sais déjà, c'est que je vais à Los Angeles au mois de mars pour exposer avec Beau Concept Los Angeles pour la Journée de la femme. Ensuite, il y aura Toulon avec la Galerie des artistes pour une foire internationale à Toulon. Et puis les Hamptons en juillet, Chicago en septembre certainement, et puis évidemment Miami qui est une des art fairs à laquelle je participe depuis 3 ans. Aussi entre tout ça, il y aura une exposition des women artists qui aura lieu très certainement en avril-mai, certainement fin mai plutôt, après la Museum Week à New York. Donc les women artists, c'est vraiment très important pour moi puisque c'est un groupe que j'ai construit
en collaboration avec d'autres artistes. Ce sont que des femmes qui sont françaises, des femmes artistes, sculpteurs, peintres. Et donc, ça sera la 3e édition en mai 2020. Nous avons exposé une première fois à Paris, dans le Marais, où nous étions 3 artistes, Anne de Villeméjeanne, Isabelle Satter et moi-même. Et puis, nous avons fait une 2e édition aux États-Unis, avec une exposition au sein de la Galerie des Artistes et puis une exposition à Manhattan. Donc ça, c'était en octobre 2019. Et en fait, nous allons poursuivre l'itinérance. On revient à New York. C'est une ville assez fascinante pour l'art. Donc, pour les women artists, c'est vraiment très important de prendre toute la place dans cette ville. Et donc, nous reviendrons cette fois-ci avec Rachel Charlie pour la deuxième fois. Donc, Rachel qui est photographe. Gaël Incy Marcel qui est sculpteur et moi-même. Et certainement une autre artiste que je ne peux pas encore citer pour l'instant. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que représente l'Amérique pour toi ? L'Amérique représente pour moi le champ des possibles. C'est un pays dans lequel on est accueilli à bras ouverts, déjà en tant que Français. Tout est possible en termes de profession. Les personnes sont très ouvertes, et je l'ai dit tout à l'heure, aux nouveaux métiers, à la reconstruction professionnelle. Donc oui, je suis fan de ce pays aujourd'hui, pour ça. Et enfin, as-tu des livres ou des films qui t'ont marqué et que tu aimerais recommander ? Alors la série qui m'a marquée en 2019, c'est la série d'Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. Parce que déjà, je trouve très sympa de ne pas savoir exactement qui est l'auteur de cette série, parce que elle ne sait pas où elle s'est révélée, mais très très récemment. Et en fait, cette série est passionnante, très très bien écrite. L'amitié de ces 2 jeunes femmes est juste incroyable. Et voilà, j'ai été passionnée par cette série-là. Y a-t-il des questions que tu aurais aimé que je te pose ? Il y a une chose dont je n'ai pas trop parlé, c'est j'ai parlé beaucoup de la communauté française qui m'a soutenue. En revanche, il y a 4 personnes qui m'ont beaucoup soutenue dans cette aventure artistique, qui sont mon mari, qui était mon premier actionnaire, on va dire, et mes enfants. Et puis certains de mes amis aussi, des amis très proches. Et ces personnes-là qui sont là au quotidien, qui contribuent à ce que ça se passe bien, qui voient les efforts qu'on fait, parce que c'est un métier compliqué, mais qui sont en permanence là en train de vous dire mais non, mais ça va être bien, vas-y, c'est chouette ce que tu fais, éclate-toi, et qui en attendent pas forcément des résultats, mais qui sont là pour vous aider psychologiquement dans un changement de vie, dans un changement de pays, etc. Eh bien, ces personnes-là sont très importantes. Et elles jouent un rôle fondamental. Je ne sais pas si, dans le cas où mon conjoint m'aurait dit c'est nul ce que tu fais, qu'est-ce que tu crois que tu vas en vendre, et combien ça va nous rapporter, et comment tu vas contribuer à la vie familiale, et si tu te mets à peindre, tu vas plus pouvoir aller chercher les enfants à l'école, ou tu vas plus pouvoir les aider à aller aux activités, etc., etc. Je ne sais pas si j'aurais tenu bon. Donc c'est très important. Ce soutien-là est très important, parce qu'en fait, certaines personnes sur lesquelles vous auriez pensé qu'ils allaient vous soutenir, vous soutiennent pas forcément, sont pas forcément au rendez-vous. Et parce que comme l'artiste est un petit peu mis dans une case d'inconnu, c'est l'artiste maudit qui doit pas gagner d'argent, le monde artistique c'est ci, c'est ça, c'est les fleurs bleues, etc. C'est toute cette perception-là dont on a parlé tout à l'heure, elle existe. Et donc, si vous avez personne pour vous tenir la main ou pour vous donner de l'énergie, ça doit être difficile. Donc c'était pas mon cas, donc heureusement. Voilà. Très bien.
Carole, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Stan.